Et on va maintenant s'installer dans le cockpit de la supply chain avec notre avionneur Daher. Bonjour Edouard Rousseau. Est-ce qu'il est avec nous, Edouard? Je suis avec vous. Oui, bonjour Edouard. Vous êtes ingénieur R&D, services et industrie 4.0 à la direction technique chez Daher. Alors Daher est à la fois un constructeur d'avions, un fournisseur d'équipements et de systèmes aéronautiques et le leader français de la logistique industrielle avec une spécialisation dans la supply chain de l'industrie aéronautique. Et d'ailleurs, on le rappelle, la logistique et la supply chain sont vos activités historiques, les activités historiques du groupe. Alors, vous allez pendant 30 minutes nous expliquer ce qu'est un cockpit supply chain avec un exemple de projet data bien abouti qui est le vôtre et qui est donc une réussite avec une centaine d'utilisateurs sur l'ensemble du groupe. Alors, je vous invite bien sûr à poser vos questions via le sigle Q et R. N'hésitez pas. Deux parties sur votre présentation, Edouard. Une première sur cette révolution industrielle 4.0, un petit feedback. Et puis une deuxième sur ce que vous avez fait dans ce cockpit supply chain et comment ça se traduit dans son pilotage. On commence donc avec la première partie, si vous voulez bien. Ce concept de la fusion de l'IT et l'OT, donc l'information technology et l'operation technology, en quoi le 4.0 est un changement fondamental dans vos métiers et pour la supply chain, dites-nous tout. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Déjà, je suis ravi d'intervenir après ces premières présentations qui, je pense, vont être imagées au travers de la présentation de Daher, au travers de ce projet-là. En effet, on a abordé tout à l'heure la question du 4.0. Qu'est-ce que c'est le 4.0 et comment ça va impacter nos métiers de la supply chain? Le 4.0, pour mémoire, c'est cette fusion de deux mondes que sont l'IT, l'Information Technology, l'OT, Operational Technology. On est basé sur des définitions du Gartner, qui sont des technologies qui existent depuis longtemps. Le nouveau paradigme qu'apporte le 4.0, c'est le fait d'entraîner une fusion des deux. Donc, dans une perspective de comparaison avec le 2.0, si on n'est pas dans la fusion, on est dans l'addition des technologies. Si on additionne, par exemple, un moteur dans une charrette, on obtient une charrette à moteur. Finalement, mettre des chevaux à l'époque, c'était peut-être encore plus performant que ça. Le concept est intéressant, néanmoins, mais ce n'est pas encore une révolution. La révolution, en fait, elle intervient réellement quand on fusionne les deux, quand on travaille les technologies ensemble et pas séparément dans une perspective d'addition. Et là, on obtient le concept de l'automobile. Pour faire le parallèle avec le 4.0, c'est l'IT, l'OT, donc les technologies opérationnelles, les technologies de l'information. Si on les additionne, on met un clavier-souris à côté d'un poste existant. On va mettre un robot, mais dans des activités qu'on n'aura pas bougé, on n'aura pas changé le process, on cherchera juste à le faire faire par un robot. C'est intéressant, ça apporte potentiellement de la performance, ça ne vient pas transformer les activités de façon transcendantale. Alors, mais comment ça se traduit chez Daher? Chez Daher, ça se traduit actuellement donc on a différentes roadmaps. Moi, je travaille en recherche et développement. Et ça se traduit par une transformation aussi de l'organisation. On va avoir une fusion en fait, des compétences clés d'engineering. On parlait tout à l'heure un peu de travail en silo avec IBM, avec d'un côté l'informatique, de l'autre côté les opérations. Je pense qu'avec le 4.0, cette frontière est en train d'exploser. C'est d'ailleurs le cas chez Daher, puisque depuis le début de l'année, alors c'est le résultat d'un cycle d'évolution, mais on a maintenant une direction intégrée qui intègre à la fois les directions d'engineering dans les opérations et à la fois l'informatique. Si on fusionne en fait ces technologies, on voit qu'on va sur des concepts nouveaux. Si on prend Tesla, dont les motoristes, enfin les fournisseurs de voitures rigolaient il y a encore une dizaine d'années, en fait, ils sont venus pas avec un concept de voiture, ils sont venus avec un concept d'ordinateur sur roue. Si on prend les gestions d'entrepôts automatisés type Alibaba ou Amazon avec des flottes d'AGV, on voit très bien qu'on ne cherche plus à opérer la logistique telle qu'on l'opérait. On prend le problème dans un autre sens, en se disant comment on fait pour apporter le plus rapidement possible un produit jusqu'à un client ou jusqu'au magasin et comment on fait ça de façon la plus performante possible avec les technologies existantes. On ne se pose plus la question de savoir si on peut mettre un robot dans un entrepôt. On crée un entrepôt complètement nouveau.
Et en termes de traduction, et ça se traduit aussi comme ça chez Daher, c'est qu'on va être aussi dans une fusion de compétences. Du coup, on parlait de frontières qui explosent entre le monde de l'informatique et le monde opérationnel. En fait, c'est ces deux mondes qui se rencontrent, hein. C'est des personnes de l'opération qui vont obtenir et acquérir des compétences IT, peut-être pas aussi poussées qu'une personne dont ça a été la formation initiale, mais qui vont pouvoir inclure par cette connaissance l'informatique et l'IT comme une valeur ajoutée dans leur processus, dans leurs produits, et pas comme une contrainte qu'on les oblige à ajouter, un petit peu comme j'entendais tout à l'heure, on fait passer au mail les assistants de direction. Oui, en fait, la vraie transformation, c'est que les directeurs rédigent eux-mêmes leurs mails, ils les envoient. IT people that get OT skills, c'est le sens inverse. C'est les personnes de l'informatique qui vont réellement descendre dans les métiers et puis uniquement apporter un support ou répondre à une spécification qui leur a été remontée. Là, on va parler de user experience dans les opérations. On va apporter cette capacité à apporter du sens au travers des outils digitaux qu'on apporte dans les opérations. Et c'est ces personnes-là qui évoluent, qui changent et qui, en changeant elles-mêmes, conduisent le changement dans l'entreprise. C'est le cas chez Daher à travers de différents projets, que ce soit de R&D, mais plus largement, on a un Daher Lab qui vient tester des technologies, qui nous les apporte dans l'entreprise. Ça permet de monter en compétences. Des fois, on parlait de maturité des fournisseurs de solutions. Oui, on rencontre des startups, il y a pas forcément le support qui va suivre derrière. N'empêche qu'il y a une acculturation qui se fait et que même si c'est 2-3 ans après que la techno est suffisamment mature pour être intégrée, il y a eu ces premières expériences qui nous ont permis de franchir le cap. Donc, on a bien compris, c'est un changement de paradigme qui a été opéré donc, chez Daher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant ce que c'est que le cockpit? Est-ce que c'est du dashboarding, par exemple? On est en plein dedans, dans le cockpit supply chain. C'est qu'on est parti à un prototypage en recherche et développement. C'est la R&D qui a porté ce projet-là. Et on est passé d'un prototype R&D au big data opérationnel. Et ce big data est en gros dans le titre, mais en fait, le mot opérationnel est beaucoup plus important. Et c'est beaucoup plus que du dashboarding. Pourquoi? Parce que ce qu'on a cherché à faire, c'est un outil de pilotage. Ce n'est pas le fait de créer des indicateurs, pas remonter des indicateurs de performance, des KPI, des directions en RAFO, d'avoir des indicateurs, des dashboards qui permettent de faire des revues de direction, de prendre des décisions, de savoir où on en est, est-ce qu'on est bon en OTD, en time delivery, est-ce que, où est-ce qu'on en est, quelles vont être les tendances sur les mois à venir. Mais ça, ce n'est pas le travail de l'opérationnel de terrain, ce n'est pas le travail d'un approvisionneur, ce n'est pas le travail d'un responsable de stock, ce n'est pas le travail de quelqu'un qui va faire de l'ordonnancement pour une usine. Ce n'est pas le travail non plus de la personne qui a besoin de savoir si elle aura sa pièce à l'heure, pour son composant à l'heure pour produire et puis pour livrer notre client à terme. Au jour le jour, le dashboard, ce n'est pas suffisant. Il faut un outil qui aille plus loin. Alors, les technos, j'entendais parler l'IBM aussi. Si on construit, on peut construire un sujet dashboard au travers des technologies de intelligence. On est sur des technologies Microsoft ici. On peut aussi construire des outils de pilotage, d'aide à la décision quotidienne et aussi des outils qui permettent d'enrichir la donnée. Et on parlait de nettoyage de données, et ça, c'est quelque chose qui doit se faire au quotidien par les opérations, parce que c'est elles qui connaissent la valeur de l'information et qui sauront si elle est juste ou si elle n'est pas juste. Pour ça, il faut leur apporter une valeur ajoutée. D'accord. La grosse différence entre un cockpit et puis du reporting, dashboarding, c'est qu'un cockpit, donc, comme je disais, il doit intégrer des fonctions de collaboration, de génération d'alertes, des éléments importants pour le pilote, des moyens de communication, faciliter son travail, vraiment lui apporter une aide, et puis donner en temps réel des données à jour sur des cas précis. Il faut l'aider dans son quotidien. Un cockpit, voilà, mais c'est important aussi d'avoir des indicateurs, mais ce n'est pas le même outil. Si on cherche à poursuivre les deux objectifs en même temps, en général, on se trompe. Donc, si on cherche à être figé, avoir une photo instantanée pour une période donnée, on ne va pas être sur du cockpit, on va être sur du dashboarding.
Donc, ce qu'on cherche à faire au travers d'un cockpit, c'est simplifier le travail. Mais le travail quotidien, heure par heure, d'un approvisionneur, d'un ordonnanceur, d'un responsable de flux. Prioriser ses actions. Pourquoi? Parce que vie quotidienne, on reçoit maintenant des milliers de notifications. Si on veut traiter l'ensemble de ces spams, de ces mails qu'on peut avoir par an, on pourrait y passer la journée sans avoir rien fait d'intéressant. Dans l'entreprise, c'est pareil. On pourrait passer son temps à replanifier des dates par rapport à une dernière information fournie, sans pour autant avoir réussi à optimiser globalement son flux. Donc, il faut aider ces approvisionneurs, ces ordonnanceurs, ces responsables de stock à s'intéresser à la data pertinente. Quelle est l'information qui va potentiellement apporter un problème dans l'entreprise ou qui nécessite de faire une relance à un fournisseur, un responsable de programme, etc. Donc, l'idée, c'est d'emmagasiner, de nettoyer ces datas, d'apporter une valeur ajoutée à l'opérationnel, d'en profiter pour nettoyer la donnée, dans le but de pouvoir conduire ces sujets de recherche de corrélation, d'intelligence artificielle qui est évoqué tout à l'heure, que si on lance comme ça sur une base de données non nettoyée, non structurée, on aboutira forcément à un échec. Voilà. Alors, comment ça s'est traduit chez Daher, du coup? Parce qu'on a bien compris que c'était l'humain au cœur de tout, hein. Les métiers au cœur de tout, on en parle depuis tout à l'heure. Comment ça s'est traduit? Donc, on a lancé un projet et pour lancer ce projet, on n'a pas démarré sans avoir toutes les ressources. Et toutes les ressources, c'est des personnes d'une équipe qui s'appelle Daher Analytics chez nous, qui est intégrée à la DSI et qui est en charge des sujets data, avec un UX designer, avec une personne responsable de l'architecture de données, avec une personne experte aussi sur l'architecture SAP, qui nous permet de travailler sur notre modèle de données derrière et comment on va l'agréger. Et puis d'embarquer un approvisionneur et de l'engineering supply chain dans ce même projet comme une équipe. Et je pense que c'est vraiment au cœur du sujet de créer cette ambiance d'équipe un peu, sans parler non plus de copinage, hein, mais on en est là, on voit quand même qu'on travaille beaucoup mieux avec des collègues de bureau, avec qui on va aller en after work, voilà, et c'est d'arriver à créer cette ambiance de communauté digitale, de communauté autour de ce cockpit, qui va permettre de pouvoir avancer. En particulier, donc impliquer les équipes, faire en sorte que ça soit leur projet, pas une décision de direction qui leur dit vous allez faire un outil, mais leur projet pour eux, qui répond à leurs besoins de métier, d'y aller progressivement, parce que si on cherche à réunir tout le monde dans un amphithéâtre et puis à lancer le projet d'un coup, on n'y arrive pas non plus, tout le monde lève la main et on répond à aucun besoin qui répond à tout le monde dès le début. Et puis de battre la mesure, d'y aller régulièrement, hein, de ne pas s'essouffler. Donc, il faut donner du résultat, des nouveautés de façon régulière à cette équipe-là, qui sinon finit par désespérer d'avoir des outils utilisables. Concrètement, c'est une frise qui a 3 ans maintenant, 2018 pour le démarrage. Donc, au début, pendant un semestre, on a fait un minimum viable product, le MVP, pour un approvisionneur. On a eu 2 utilisateurs test à la fin 2018. Juin 2019, on était déjà à 10 utilisateurs sur l'approvisionnement. On n'a pas hésité à déconstruire complètement notre base de données. Donc, comme on a commencé petit, on peut se rendre compte de nos erreurs, se rendre compte que notre base n'est pas forcément la bonne, la casser, reconstruire, recommencer, et puis repartir sur des bases saines. Puis très rapidement, ça accélère. Décembre 2019, une trentaine d'utilisateurs. On était à une cinquantaine en juin 2020. Et à la fin de l'année, là, on va être à une centaine d'utilisateurs avec, qui sont multisites. Hein, donc, chez Daher, on a des sites industriels donc à Nantes, Tarbes, Saint-Julien, Cornebarieux, Bray, Maroc, puis des sites de services aussi, donc de services industriels qui sont aussi intégrés dans ce projet-là et qui sont maintenant utilisateurs. Alors, on ne va pas se mentir, hein, Daher subit des perturbations dans la période actuelle que nous vivons tous, hein, et comme beaucoup d'entreprises. Est-ce que le fait d'avoir standardisé, d'avoir des outils métiers, est-ce que ça vous a permis de ne pas vous désorganiser justement? Alors, clairement, oui, puisqu'on est sur un outil qui vient standardiser le métier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le savoir-faire humain
de l'approvisionneur, de l'ordonnanceur qui est implémenté dans l'outil. Ce qui était avant géré dans des fichiers Excel où chacun faisait le sien de son côté, mettait en place des extractions de l'ERP ou des systèmes tiers de son côté pour pouvoir agréger des éléments qui lui permettent de prioriser son action. Chacun fonctionnait un peu dans son coin. L'intérêt là, c'est d'intégrer des règles métiers dans un outil métier. Plus uniquement d'avoir les moyens d'action, ça c'est l'ERP, mais d'avoir réellement les règles métiers intégrées dans cet outil-là que je vais présenter juste après. Mais du coup, oui, clairement, ça nous apporte de la flexibilité. Un approvisionneur d'un site va pouvoir gérer potentiellement pendant une durée donnée l'approvisionnement d'un autre. Il va être sur un cockpit qui va être standardisé pour lui, qui va lui permettre d'avoir les bonnes infos, de pouvoir collaborer, donner des informations, donner des commentaires, échanger en live avec ses interlocuteurs. D'accord. Alors, avant de passer aux questions, hein, on a jusqu'à 15h45. J'ai deux questions qui sont pertinentes et importantes à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas d'usage? De machine learning sur le cockpit. Alors là, c'est sur quoi on est en train d'aller maintenant sur le cockpit. C'est que maintenant qu'on a de la data et qu'on agrège, vous voyez, depuis 2018, mais on a commencé doucement et les bases de données se sont remplies petit à petit, on va commencer à avoir des datas comportementales de notre supply chain, que ce soit nos fournisseurs, l'interne, que ce soit l'externe. Et ce qui va être intéressant, c'est de commencer à travailler sur ce modèle comportemental pour pouvoir faire du prédictif. On n'a pas encore commencé les travaux, on a commencé à designer des modèles d'analyse de data pour déjà arriver à faire de la corrélation, quel nuage de points doit mettre en forme, etc. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec IBM, hein, si je veux lancer un data lake, très rapidement, ça va devenir en fait un marécage. Donc déjà, on essaye de savoir quelles sont les datas les plus pertinentes pour mener ce travail de machine learning. Et demain, on viendra observer ces signaux. L'objectif, c'est vraiment ça, pour et puis faire un petit peu comme le Uber, comme sur Uber, vous avez un peu la notation d'un chauffeur ou sur Uber Eats, d'un restaurant qui vous intéresse, etc., d'avoir ces notions de risque qui sont liées à un contexte. Ce n'est pas forcément une personne, hein, ça va être un contexte, un programme, un type de composant, une situation géographique, et d'avoir ce type d'indicateur opérationnel, parce que c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que faire du machine learning et de l'analyse comportementale du système pour lui-même, ça n'a pas un intérêt si on ne cherche pas à donner une information qui va permettre d'accélérer la prise de décision au quotidien. Ok. Et alors, moi, je vous propose de passer. On a pas mal de questions sur le chat. Je peux vous les poser dès maintenant. Alors, il y a une question de Yacine Essali qui était juste avant vous. Y a-t-il des événements externes pris en compte comme la météo, le trafic, les grèves? Pas encore dans ce cockpit-là. On a d'autres projets qui tournent autour de ces problématiques-là sur des flux plus simples. Plutôt dédié, plutôt sur de la logistique que sur du pilotage supply chain. Évidemment, on souhaiterait le faire. Déjà, on cherche à maîtriser proprement nos données internes. Et c'est déjà pas une mince affaire, mais clairement, ce sont des pistes sur lesquelles moi je souhaite aller dans les 1, 2, 3 années qui suivent. Très bien, mais ça prend du temps, hein, effectivement, on peut comprendre, bien sûr, en développement. Là, il faut créer une corrélation, donc il faut du retour pour savoir si ça a réellement un impact sur le système. On imagine bien. Alors, question de François Jean. Dans les supply chain polymorphes et multi-acteurs, la solution proposée par Daher est-elle ouverte et adaptable pour les clients, notamment pour collecter les données des sous-traitants? Notamment, alors, on est encore sur du pilotage de flux interne. On n'est pas en train d'agréger de la data tel que peut le faire un système type AirSupply, qui sont des plateformes collaboratives qui permettent de partager ce type d'infos. On est bien dans un système de pilotage qui est centré sur l'entreprise elle-même. Collaborer avec des sociétés externes, ça c'est un rôle de plateforme qui ont besoin encore de s'enrichir elles-mêmes. Et puis pour nous, ça va être des sources d'information. Je prenais l'exemple de AirSupply, c'est une source d'information pour notre ERP. Ça sera demain une source d'information aussi directe, potentiellement pour ce type de cockpit. Aujourd'hui, finalement, l'information d'une plateforme collaborée par des fournisseurs
on la récupère au travers d'AirSupply et tombe dans notre ERP. Et en termes d'indicateurs, ensuite, elle va remonter au niveau de notre cockpit. Finalement, en termes d'architecture, c'est un peu la complexité qu'on a aujourd'hui, c'est que tout est faisable. On pourrait imaginer intégrer directement la data, on peut imaginer la faire transiter par notre ERP, on peut imaginer aller chercher des data directement dans un WMS pour des activités logistiques. Finalement, il y a presque trop de possibilités. C'est souvent le problème qu'on rencontre, c'est on prend quoi comme décision architecturale, parce qu'en face, c'est quand même de l'argent. Ouais, on imagine, on l'a vu, hein, le budget est important. Et puis, on parlait de change management tout à l'heure. Intégrer un nouveau client sur un nouveau flux, sur des process qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, ce n'est pas évident non plus. Il faut acculturer à cette culture de la data, de la façon de la nettoyer, de la façon de la gérer, d'éliminer tout ce qui est flux d'informations parasites qui viennent dégrader la qualité de la data qu'on peut avoir à l'intérieur des systèmes d'information. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui viennent se mettre autour, mais évidemment, on souhaite y travailler. Question de Thierry Philbert, le cockpit se branche-t-il directement sur les bases de production ou sur un data lake? Alors, il se branche sur un data lake. On est sur un environnement Azure. Donc, Très bien. une base de données. Donc, on déverse ça dans un data lake et derrière, on alimente une base de données qu'on a structurée spécifiquement pour notre cockpit. Parce que la structuration de notre base de données, ce n'est pas la structuration de la base de données de l'ERP opérationnel. Donc, on n'est pas directement branché sur les bases de production. C'est un choix aussi pour être plus flexible, justement, pour éviter de dépendre de l'architecture ERP si demain on change, on a des évolutions, etc. On a des tables d'entrée, des tables de sortie. On a des dénominations dans notre cockpit qui ne sont pas les mêmes que dans l'ERP. Là, je pense que ça va être intéressant de passer sur les slides d'après, parce que je pense que ces questions sont en partie, ont leur réponse en partie dans les slides qui suivent. Alors, on a 7 minutes. Moi, je vous invite à dérouler la fin de votre présentation et j'aurai encore 2 autres questions à vous poser. Je les vois en direct également, c'est pour ça. Très bien. Vous trichez, Edouard. Tout à fait. Oui, pour donner un petit peu de visuel derrière ça, puisqu'aujourd'hui, c'est opéré. Donc, comme je disais, de loin, ça va ressembler à du dashboarding. On peut se dire, tiens, ça, c'est un indicateur de direction, un KPI, on a un on-time delivery sur le mois passé, sur le mois en cours. OK, intéressant. Par contre, tout ce qui est en dessous, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, ce qui est en dessous, c'est des indicateurs de pilotage. Là, on a une vue d'ensemble sur l'ensemble d'un périmètre chez DR, qui ne concerne même pas un seul approvisionneur, mais plusieurs. On a fait exprès pour éviter que ça soit trop focus sur un use case. Mais en gros, en haut à gauche, dans les petits éléments qu'on va avoir ici, les unconverting plain order, on va avoir les éléments les plus urgents à gérer par un approvisionneur. D'accord. Il va devoir convertir des besoins en commandes. Plus on va aller vers la droite, plus on va aller vers le fournisseur. En particulier, sur cette partie-là, on va avoir les commandes qui n'ont pas encore été acceptées par un fournisseur. Un petit point sur l'indicateur jaune. Là. Un indicateur jaune, c'est un indicateur qui est en bêta-test. C'est-à-dire que ce qu'on s'autorise à faire aujourd'hui grâce à ces nouveaux outils, c'est de mettre en production des indicateurs qui ne sont pas encore complètement nettoyés et sur lesquels on va pouvoir avoir du feedback utilisateur. Donc, et on va pouvoir mesurer aussi l'utilisation. On va avoir des statistiques de qui va utiliser quel indicateur, combien de fois, etc. Et donc, ça va nous permettre de passer l'énergie là où il le faut et d'aller corriger les indicateurs. Et quand cet indicateur est validé, on décide de le passer en bleu comme les autres. D'accord, très bien. Et de décider qu'il est nettoyé, maintenant il est utilisable en l'état. On peut aller plus loin. Ici, voilà, c'est là qu'on voit qu'on n'est plus dans du dashboarding. Clairement, ici, on a sur la partie gauche du premier tableau les éléments les plus urgents à éliminer. Donc, on va pouvoir cliquer dessus, avoir des informations sur le fournisseur, sur le programme, etc., pour savoir quelle action à prendre. Mais ce qui est dans les 2 dernières colonnes, c'est typiquement des commandes qu'il faut annuler puisqu'elles ne répondent plus à aucun besoin. Donc, on les a passées, le besoin disparu, il faut les supprimer. Puis, on va pouvoir remonter dans le tableau comme ça. Je passe rapidement puisque l'objectif, c'est de donner un peu plus de visuel, mais
Dans cette vue-là, on voit qu'on a des capacités de saisie et d'action au travers du cockpit. Ce n'est pas uniquement des informations remontantes. On va avoir en haut à droite un panneau en particulier qui permet de saisir et d'échanger des informations sur une ligne de commande en cours, sur un fournisseur en cours, de préciser qu'il y a une action à faire, qu'il y a une action en cours, de préciser si la ligne est critique ou non, potentiellement issue d'un dialogue avec les opérations. Ça permet de remonter des informations de pertinence. Et on va avoir aussi des identifications de causes qui vont demain être intéressantes sur de l'analyse statistique. Qu'est-ce qui a planté? Qu'est-ce qui fait que c'est en retard? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette ligne-là qui fait qu'il y a eu un problème? Puis, on commence à utiliser l'ensemble des fonctionnalités proposées par la BI et par Power Apps et l'environnement Azure. C'est la génération automatique de mails qui va nous proposer, nous permettre de communiquer plus rapidement avec des fournisseurs, avec des interlocuteurs et de leur envoyer en automatique des questions en masse avec des mails qui peuvent être ajustés, qui peuvent être customisés de façon à éviter d'avoir ce sentiment d'être lancé par un moteur automatique. Très bien. Voilà. Bon, je vais passer rapidement sur la dernière slide. C'est en gros la même chose pour l'ordonnanceur, mais c'était pour illustrer. Alors, j'ai une question, ce sera ma dernière question et après je vais embrayer avec les 2 questions du chat. C'est quoi la prochaine étape en quelques mots? Alors, la prochaine étape pour la partie R&D, c'est justement de commencer à travailler sur la partie machine learning, forecast, prévisionnel, analyse comportementale de la supply chain et en bout de ça, d'apporter des outils d'aide à la décision à l'intérieur du cockpit. Ok. C'est de passer sur une version data science du cockpit. Pour l'instant, on est juste sur du data analyst. L'idée, c'est d'aller encore un cran plus loin. Très rapidement, comment dimensionner l'équipe de data management? Un ETP pour quel volume de données? Un ETP pour quel volume de données? C'est compliqué aujourd'hui. On parle d'une centaine d'utilisateurs sur la supply. Finalement, comme ils en ont besoin pour opérer, ils ont besoin de nettoyer. Donc, je ne sais pas. C'est compliqué à répondre. C'est tellement dépendant du métier et tellement dépendant d'où on part. Sur un périmètre ou sur un autre, on va avoir de la data propre, de la data nettoyée. Daher a-t-il hésité entre une intégration d'équipes d'analystes et une collaboration avec une entreprise externe spécialisée dans ces domaines? Quels critères ont aidé à faire le choix? Alors, un premier choix, c'est qu'on a une expérience métier et c'est une expertise métier qu'on souhaite conserver en interne sur la partie collecte. D'accord, très bien. Activité autour du TBM, de l'avion, des données d'avionique qui nous ont permis de monter en compétences là-dessus. Et puis, il y a quand même une partie qu'on fait en externe. On est early adopter chez Microsoft. On fait appel à des sociétés externes qui viennent nous épauler. Et on a une équipe data en interne qui aujourd'hui orchestre tout ça. Question de Yacine, et ce sera la dernière avant la pause. Le mail, on l'a vu, hein, vous nous avez montré la slide. Le mail vers les fournisseurs ne va-t-il pas contribuer à l'infobésité dont on a parlé tout à l'heure? Justement, non, parce qu'on n'envoie pas à tous les fournisseurs tout le temps une relance sur l'ensemble du backlog. C'est vraiment pas l'objectif, c'est d'arriver à faire un focus. Et c'est le travail des approvisionneurs, c'est comme ça qu'ils sont formés aujourd'hui, c'est d'avoir cet outil à portée et on n'envoie pas le mail en automatique. Le système ouvre un ensemble de mails en automatique à l'approvisionneur et ensuite il gère fournisseur par fournisseur les informations qu'il lui envoie. C'est toujours beaucoup, beaucoup plus rapide que d'ouvrir un mail, de l'écrire, etc., de les envoyer au fil de l'eau. Et c'est beaucoup plus, disons, vecteur de réponse qu'un mail automatique envoyé depuis l'ERP. Donc, on essaye justement d'éviter cette infobésité au travers de ce type d'outil-là. Merci Édouard Bousseau. Bien, merci. Ingénieur R&D Services et Industrie 4.0 à la direction technique chez Daher pour cette présentation du cockpit Supply Chain. Merci.